Bonjour Loane, Bonjour David, bonjour tout le monde. merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Loane, donc de ton nom taoïste Cheng Fung, j'ai vu dans l'une de tes interviews qu'on ne demande pas à un taoïste son âge, son origine ou son parcours. Concernant l'âge et l'origine, je n'avais pas l'intention de l'évoquer de toute façon. Mais concernant ton parcours, je ne vais pas remonter bien loin. J'invite ceux qui souhaitent en savoir davantage sur toi à aller sur ton site featherbeings.com qui est en description. Mais je vais tout de même évoquer brièvement ton ancrage spirituel car je le trouve particulièrement intéressant et il peut donner une coloration particulière justement aux réponses que tu vas apporter. Lohan, donc tu es taoïste, ordonné à la 24e génération de la lignée Pure Yang de la Porte du Dragon de la réalité complète. Et tu as vécu en immersion pendant 9 ans au temple des 5 immortels à Wudang, les montagnes de Wudang étant l'un des berceaux du taoïsme. Pendant ces 9 ans, donc, tu as étudié les arts martiaux internes, la médecine chinoise, la méditation, l'alchimie interne et les écritures et rituels taoïstes avec ton maître Li Shefo. C'est ça? Bravo. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, on a un petit peu répété juste avant, notamment sur la prononciation des noms. Aujourd'hui et depuis 2015, tu te consacres à l'étude, la pratique et la transmission des pratiques taoïstes aux côtés de ton maître, donc Li Shefo, qui s'écrit Shifu, voilà, pour ceux qui ne savent pas, mais vous pourrez le voir dans la description aussi, voilà. Oui, Shifu, ça veut vraiment dire le maître, l'enseignant en chinois. Donc, à ses côtés en Chine et puis surtout en France et dans d'autres pays depuis le début de la pandémie. D'accord. Voilà. Ok. Lohan, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être parler rapidement de la signification de... Parce que je ne l'ai pas dit, je me suis dit que ça serait bien de... Peut-être que toi, tu le dises, la signification de ton nom taoïste. Je trouvais ça quand même intéressant. Oui, pourquoi pas? Ching Fung. Cheng, c'est le nom. En fait, c'est comme un nom et un prénom. Cheng, c'est comme le nom de famille, c'est le nom de génération, donc c'est le nom de la 24e génération dans le poème de transmission de la Porte du Dragon, de la lignée de la Porte du Dragon. En fait, le taoïsme est un enseignement qui se perpétue par la transmission d'une génération à une autre. Donc, on doit pouvoir toujours retracer à la génération antérieure et antérieure et antérieure toute la lignée des maîtres dont on reçoit la transmission. Et cette lignée est représentée par un poème. Donc, comme je te disais, c'est comme un petit quatrain, en fait. C'est un poème avec 4 caractères chinois par ligne, qui est dans le cas de cette lignée qui s'appelle La Porte du Dragon. C'est le poème de la Porte du Dragon. Et donc, quand on lit le poème et qu'on arrive au 24e caractère, c'est le caractère Cheng, qui est donc le nom de la 24e génération et de toutes les autres personnes qui, comme moi, sont ordonnées à la 24e génération. Cheng, ça veut dire honnête Ouais. ou sincère. Et le deuxième mot, le deuxième caractère, Fong, c'est le phénix. Et là, c'est donc mon prénom de pratiquante ou de prêtresse taoïste. Donc, je suis le phénix honnête, le phénix sincère. Donc, il n'y a qu'une seule Cheng Fung, mais il y a plusieurs Cheng. C'est ça? Voilà, il y a plein de Cheng et il n'y a qu'une seule Cheng Fong. Très bien. Merci, Lohan. Si tu le veux bien, on peut passer à la première question. Allez, c'est parti. Première question. La vie a-t-elle un sens? Alors, c'est vraiment une très, très grosse question. Je ne pense pas qu'on aura jamais fini de se la poser. Moi, je peux juste te parler de ce que j'ai reçu dans les enseignements taoïstes en termes de signification. La question de est-ce que la vie a un sens, elle est vraiment liée à la question de qu'est-ce que c'est que le cosmos, qu'est-ce que c'est que l'univers et quelle est la place de l'être humain dans l'univers. Ce que les enseignements taoïstes nous disent, c'est que l'existence humaine est spéciale, elle est très spécifique, elle est rare et elle est précieuse. On considère que parmi les 10 000 êtres, donc parmi toute la multitude du monde manifesté, on a les êtres visibles et les êtres invisibles. On a les êtres qui sont à la fois dans la forme et dans le sans forme, donc les êtres qui sont réellement incarnés. Et parmi cette multitude d'êtres qui sont à la fois dans la forme et dans le sans forme, on considère que l'être humain, c'est celui qui a le potentiel de pouvoir spirituel le plus grand. Je dis bien potentiel parce que ce n'est pas nécessairement réalisé, mais c'est l'existence
dans cette dimension qui a à la fois la forme, donc le corps physique, la matérialisation, l'incarnation, et le sans forme, l'intelligence, l'esprit, l'aspect très spirituel. Donc il y a ces deux aspects-là et qui a le potentiel de puissance spirituelle le plus grand. C'est pour ça qu'on considère que l'existence humaine est très précieuse et très spéciale. Et d'ailleurs, quand on regarde, en fait, ce qui est fascinant, c'est que dans les enseignements taoïstes, quand on regarde d'abord juste la structure de la forme humaine, donc du corps, on voit qu'on a un cœur, comme le grand un, comme le grand Tao, comme l'unité. On a une seule tête, mais on a deux yeux, on a deux oreilles, on a deux mains, on a deux pieds, comme le yin-yang, comme la dualité. On a quatre membres, comme les quatre directions. On a 5 doigts, comme les 5 éléments. Et au final, on a même 28 phalanges, comme les 28 constellations du ciel de l'astrologie chinoise ancienne. Donc, on considère vraiment que la forme humaine est comme un petit cosmos miniature. Microcosme, ouais. Voilà, est un cosmos miniature, exactement, un microcosme. Donc ça, c'est sa représentation dans la forme, mais également au niveau du sans-forme, donc au niveau de l'intellect, de l'intelligence et de l'esprit. Là aussi, il va y avoir une corrélation entre le sans-forme de l'être humain et le sans-forme du cosmos. Pour illustrer ce qu'il y a vraiment de spécifique, de précieux, de rare à l'existence humaine. Okay. Ensuite, à partir de ce potentiel de puissance spirituelle, on va, comme on est dans une situation où on a à la fois du forme, à la fois du sans forme, avec une grande puissance spirituelle, on va considérer que ce qui est le plus intéressant quand on a obtenu une vie humaine, c'est de cultiver ces deux éléments, ces deux ingrédients, l'ingrédient de la forme et l'ingrédient du sans forme, l'ingrédient du corps et l'ingrédient de l'esprit, pour les mélanger, pour les sublimer, pour atteindre un niveau d'existence supérieur, à une vibration supérieure, à une dimension supérieure. C'est ce qu'on dans le taoïsme, on appelle devenir un immortel ou devenir un maître ascensionné. Et c'est des immortels et des maîtres ascensionnés qu'on reçoit ces enseignements. Là, j'ai deux questions tout de suite. Le forme et le sans forme, est-ce qu'on les retrouve dans le yin et le yang? Oui, absolument. Ok. Et tu dis, en gros, le but, c'est d'être un être ascensionné, c'est ça? Ce n'est pas nécessairement le but, c'est le potentiel ultime. Quand on dit qu'il y a le plus grand potentiel de pouvoir spirituel, de développement spirituel, c'est celui-là. C'est que dans l'existence humaine, il y a la possibilité de sublimer ces deux éléments par l'alchimie et de devenir un immortel. Bien sûr, c'est quelque chose qui est réalisé de façon très rare, qui demande énormément de conditions, qui demande une culture spirituelle très élaborée, très poussée, mais c'est quand même le potentiel. Ok, vas-y. On considère vraiment, en fait, c'est vraiment une vision déjà du cosmos et de l'univers, mais on va en parler un petit peu plus avec la deuxième question, comme quelque chose de très vaste, de très multidimensionnel, avec plusieurs dimensions. Et il y a donc dans l'existence humaine la capacité d'accéder à d'autres dimensions. Ensuite, pour les personnes plus comme toi et moi, les personnes qui sont à un niveau normal, on va dire, Tu ne me connais pas encore, hein, peut-être. Non, mais si tu étais en train de pratiquer l'alchimie, tu ne serais pas en train de m'étudier, de m'interviewer sur YouTube. Et si j'étais moi-même au bord de devenir une immortelle, je serais en train de faire autre chose que de répondre à tes questions sur YouTube. Donc voilà. Bien vu. Mais donc, même sans se connaître, on va dire qu'en tant qu'être humain normaux, une fois qu'on a compris, en fait, poser ce développement possible-là, ce potentiel-là, l'enseignement taoïste nous explique, en fait, nous donne des clés, des outils, des méthodes, une direction pour établir une fondation. Qu'est-ce que c'est que la fondation pour pouvoir ensuite cultiver l'immortalité? Et cette fondation, on appelle ça la longévité, nourrir la longévité, ou nourrir le vivant, ou cultiver la vie, ça dépend vraiment comment on traduit, en fait, en chinois, c'est toutes ces notions dans la même expression. Et là, il va vraiment s'agir de parvenir à cultiver un équilibre intérieur, une harmonie, à la fois dans la forme et dans le sans forme, en soi-même et avec toute la nature. Ok.
Ce qui va nous permettre de trouver notre place correcte en tant qu'être humain entre ciel et terre, où là, la longévité, ce n'est pas juste la nôtre, celle de notre petite existence, notre petit corps physique, mais c'est la longévité des 10 000 êtres, la longévité de la nature en général. Merci beaucoup. J'avais une question, j'hésite à la poser maintenant ou dans la troisième question sur la Je mort. crois que tu n'en avais que 5. En fait, tu as des questions dans des Dans les questions. questions. En fait, les 5 questions, c'est les 5 questions, effectivement, c'est le squelette, mais parfois, selon ce que tu dis, il y a des choses qui me viennent et ça me donne envie d'approfondir parfois. Et là, en fait, j'avais une grande question que je me pose depuis quelques jours parce que je t'avais entendu dans une autre interview dire que un des buts, enfin, je crois, je ne vais pas déformer tes propos, mais le but, c'est le retour à l'unité, d'une certaine manière. Et en fait, je me demandais, parce que c'est le retour donc à l'unité, au Tao, j'imagine, qui est initial. Et je me demandais à quoi bon, du coup, passer par le manifester, par notre état, si c'est pour revenir au point de départ, au final, qui est l'unité primordiale. Parce que j'imagine que au départ, si départ il y a, c'est une unité primordiale. Et je me demandais à quoi ça sert, du coup, de passer par la phase de dualité pour revenir, au final, à l'unité initiale. Ben, je trouve que c'est une question qui est un peu biaisée parce qu'elle est vraiment posée à partir d'une conception du cosmos qui est basée sur un temps qui est linéaire, comme Oui, s'il y avait un avant, un maintenant et un oui, après, comme oui, si oui, avant tu venais de l'unité, maintenant tu n'es plus dans oui, l'unité oui, et après tu vas y retourner. oui. Donc, j'irais peut-être plus questionner cette perception-là. D'accord. OK. Je comprends. Enfin, j'essaie de comprendre, mais je vois où tu veux en venir. Et effectivement, du coup, la question a moins de sens quand tu vois les choses, quand tu vois plus les choses de cette manière-là, puisque le temps n'a plus trop de. Enfin, c'est pas le même Qu'est-ce que c'est que dimension, le quoi. temps, en Voilà, fait? c'est ça. C'est la même chose que C'est qu'est-ce que ça. c'est que le sens de la vie, qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que le cosmos, qu'est-ce que c'est que le temps. C'est ça. Je Mm. comprends. OK. On passe à la deuxième question. Allons-y. Dieu, pour toi, c'est. Bon, je ne vais pas te faire de rhétorique. Dans le taoïsme, bien sûr, on ne parle pas de Dieu. Donc, Mhm, je vais laisser le terme de côté pour ne pas mhm, rentrer dans un débat qui n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus ici. Ce dont je peux te parler, bien sûr, c'est du Tao, du grand Tao, mhm, où la seule chose presque qu'on nous dit dans le taoïsme sur le Tao, c'est qu'il est innommable. mhm, Donc, il ne peut pas être appréhendé par les noms, par les concepts, mhm, par la pensée conceptuelle. Il est au-delà de la pensée conceptuelle. On nous dit aussi que si on le regarde, on ne peut pas le voir. Et si on l'écoute, on ne peut pas l'entendre. mhm, On nous dit aussi qu'il est si immense qu'il contient la plus grande des manifestations et si minuscule qu'il est plus petit que la plus minuscule des manifestations. Bref, en fait, avec le Tao, on a vraiment une évocation du tout, de la totalité, de la grande unité qui englobe absolument tout du monde manifesté et du monde non manifesté, de l'être et du non-être, de la forme et du sans-forme. mhm, On utilise toujours deux mots pour parler du Tao dans le taoïsme, c'est le mot Xuan. Xuan, ça veut dire le mystère, ce qui est mystérieux. mhm. Et miao, miao, c'est la merveille, ce qui est merveilleux, comme dit le Tao Te Ching, Xuan Zhe You Xuan Zhong, miao Zhe Men, ça veut dire mystère dans le mystère, dans le mystère, dans le mystère, dans le mystère, à l'infini. Mhm. C'est la porte des 10 000 merveilles. OK. Mais plus on en parle, moins Moins, plus on on en parle. s'éloigne. Ouais, plus on s'éloigne. C'est ça que Donc, je vais en rester là. ça marche. Et là, j'ai pas d'autres questions, du coup, sur sur cette question-là. Merci beaucoup. Passons à la troisième question. Après la mort, stop ou encore? Alors là, l'enseignement du taoïsme, dans le taoïsme, on considère que l'être humain a une structure psychique, très simplement, on va faire ça très simplement, psychospirituelle, on va dire, qui est constituée de deux parties. Donc ce serait comme, en fait, l'image qu'on emploie souvent, c'est comme une flamme
Mhm. Quand tu as une flamme, tu as la partie supérieure de la flamme qui va être constituée vraiment de la lumière bleue, quelque chose de très éthéré, de très subtil qui vient se fondre dans l'espace, dans l'éther en générant de la lumière. Mhm. Et là, c'est ce qu'on appelle les âmes khun, les âmes éthérées. Mhm. Donc ça, c'est le petit bout bleu de la flamme. Et il y a la base de la flamme qui est vraiment l'aspect plus jaune, orange, qui lui est attaché à la matière et qui se manifeste de par son attachement en consumant la matière. Et ça, ce sont les âmes qu'on appelle les âmes poids, les âmes corporelles. Donc, on considère que ces deux, on va dire, collectif d'âme où ces deux aspects psychospirituels fonctionnent ensemble. On a le côté très éthéré, le côté très immatériel, en fait, très sans forme, qui est le côté le plus spirituel et le plus pur. Et on a le côté psychospirituel qui est vraiment attaché au corps, qui gouverne la corporalité, la matérialisation, et qui va gouverner tous les mécanismes de la corporalité, de la matière, donc tous les mécanismes de croissance, de maturation et de dégénérescence du corps. Le Ok. poids, cet aspect-là, par exemple, c'est quand tu dors, le poids, c'est ce qui te fait encore respirer. C'est cette partie psychospirituelle de ton être qui fait que tu respires encore, ton cœur bat encore, ton sang circule encore, et pourtant, tu n'es plus conscient d'être là dans ton corps. Oui. Et le room, donc la partie bleue de la flamme, les âmes éthérées, c'est quand tu dors la partie qui n'est pas là, qui est soit complètement absorbée dans l'unité du Tao et qui donc n'a plus conscience d'être là, soit qui est en train de rêver. Ok. Voilà. Et on considère que au moment de la mort, pour une personne ordinaire, un être humain normal, donc comme toi et moi, au moment de la mort, on considère que ces deux parties se séparent Mhm. progressivement pendant un processus qui traditionnellement est dit durer 49 jours. Ok. Donc elles se séparent et le rune, la partie bleue de la flamme, la partie la plus éthérée, va retourner au grand Tao pour un certain temps, puis en fonction de sa qualité, en fonction de l'accumulation de ses actions, ce qu'on pourrait appeler en termes sanscrits en fonction de son karma, en Mhm. fonction des causes et conséquences qui ont été générées, elle va revenir à la matérialité à un niveau qui lui correspond, qui correspond à sa qualité vibratoire. Ok. Et l'autre partie, la partie, donc le bas de la flamme, qui est plus jaune, qui est attachée à la matière, qui consume la matière, les âmes poids, les âmes corporelles, on dit qu'elles, elles restent avec le corps, elles accompagnent la transformation du corps physique. Et là aussi, en fonction de leur force, en fonction de leur force, de leur vertu, ou plutôt de leur force, qu'elle soit positive ou négative, elles vont rester plus ou moins longtemps dans l'entourage du corps physique. Ok. Donc on dit que Euh, c'est ça qui se passe à la mort pour une personne ordinaire. Ensuite, quand on va parler d'une personne qui a vraiment avancé dans sa culture du Tao, une mhm. personne qui est d'une évolution spirituelle élevée, et qui donc a pris le forme et le sans forme, la matière et l'esprit les a unifiés pour les sublimer. Ici, il y a eu une unification du rune et du po, donc Mhm. de la partie corporelle et de la partie éthérée. Il y a eu une sublimation. Et si la sublimation est suffisante, alors il va y avoir unification et retour au grand Tao, où il y a simplement une dissolution totale, une unification totale au grand Tao. Ce qui n'est D'accord. pas le cas pour une personne ordinaire où le cycle continue quelque part, où il y a une continuation. Donc, si je résume avec mes mots, il y a quand même donc il y a une singularité de la personne d'une manière ou d'une autre pendant quelques temps, voire quelques vies. Euh, je suis peut-être encore biaisé hein, par mon histoire de temps et donc peut-être que je vais dire des bêtises. Mais de ce que j'ai compris, donc il y a une singularité avec cette partie bleue qui reste singulière malgré tout, même si elle est dans le Tao et qui peut se remanifester pour continuer de grandir. Et quand elle est En fait, elle suffisamment... ne se remanifeste pas. Alors, il y a une singularité qui est relative, Ouais, voilà. qui n'est pas absolue. Oui.
Et ça. donc, les deux sont concomitantes. Si tu veux, il y a à la fois l'absolu et le relatif en même temps. Ouais. Et effectivement, le rune ne se remanifeste pas. Le rune, il continue vraiment en fonction de sa fréquence vibratoire. D'accord. Donc, OK. en fonction de la fréquence vibratoire sur laquelle il s'est établi au cours de l'existence humaine qui se termine, en Mhm. fait, la somme des actions accumulées au cours de l'existence humaine vont générer une certaine fréquence vibratoire et cette fréquence vibratoire va simplement continuer. OK. Et donc va retourner à un moment donné à une matérialité qui lui correspond. Donc OK. soit une autre existence humaine, soit une existence animale, soit une existence invisible. Là, les possibilités sont diverses, nombreuses, mais dépendent de la qualité vibratoire à la fin de l'existence humaine précédente. Il y a des contacts Si avec je les me comprends. ancêtres? Si, je vois un peu. Enfin, j'essaye, mais je pense que je vois en gros. Il y a des contacts avec les ancêtres dans le taoïsme, des ancêtres Bien qui sont sûr, il y en a décédés, énormément. etc. Oui, Oui, oui. d'accord. En fait, vraiment, il y a plus. Tu vois, ce qui est intéressant dans ces aspects-là, entre le rune et le poids, tout à l'heure, on parlait du poids, donc l'arme corporelle, la base de la Oui. flamme. On disait qu'elle reste attachée au corps physique Mhm. et qu'en fonction de sa force, elle va rester présente et quelque part active plus ou moins longtemps ou de façon plus ou moins prégnante. Donc, par exemple, si tu as un ancêtre qui est décédé, et dont le poids, dont l'âme corporelle avait une force suffisamment élaborée, soit positive, soit négative, cette force va rester dans les alentours où la personne, où le corps de la personne a été gardé. D'accord. OK. C'est pour ça qu'en Chine, d'ailleurs, traditionnellement, dans le feng shui, dans la géomancie chinoise, on prêtait toujours très attention à la façon dont on enterrait D'accord. les personnes, OK. dans des endroits auspicieux, énergétiquement positifs. Parce que D'accord. si la personne avait accumulé beaucoup d'actes positifs, beaucoup d'actes bénéfiques aux autres, elle avait accumulé une certaine vertu, elle avait donc son poids, son âme corporelle avait donc une force positive qui allait rester et qui allait influencer ses descendants et donc D'accord. soutenir la vie de ses descendants. Et à l'inverse, si la personne avait accumulé une force négative, et commis des crimes par exemple, ou beaucoup nuit aux autres êtres vivants, là, il y a une force négative qui reste et qui va nuire aux descendants. OK. Oui, Ça marche. Et les expériences de mort imminente, vous les rattachez facilement à ce que vous avez dans le taoïsme sur tu oui sais, le c'est tunnel ça. de lumière, tout ça, C'est le processus. C'est comme je te OK. disais, au moment de la mort, en fait, le roule, le poids, l'âme éthérée, les âmes corporelles se séparent et retournent chacune au ciel et à la terre. D'accord. Donc, une expérience de mort imminente, c'est un début de ce processus de séparation qui finalement ne se termine pas. Donc, finalement, il y a une réunification, le rune retourne dans le corps avec le Dans le poids et poids. la personne reprend conscience. OK. Merci beaucoup, très intéressant. On va passer aux deux questions qui t'embêtaient le plus. J'ai déjà oublié c'était quoi, tu vois. Je vais les redécouvrir. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué. Ah oui, alors bon, pour ces deux dernières questions, je vais vraiment rendre hommage aux deux maîtres spirituels qui ont le plus influencé mon parcours. Donc en termes de personnes, le premier des deux, c'était mon premier maître bouddhiste, qui est le maître de centaines de milliers de personnes, et c'est le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, ou en français Thich Nhat Hanh, qui est décédé très récemment. Oui, Donc oui, lui, il m'a énormément marqué et je pense qu'il a une contribution illimitée à l'humanité parce qu'il a eu une capacité à incarner une présence de compassion, une présence qui enseigne la transformation de la souffrance humaine d'une façon inégalée. très bien. Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est mon maître taoïste, Li Shefo, parce que ce qui m'a le plus marqué, je pense, avec Chefaux, et c'était vraiment une des grandes chances, destinées, opportunités de ma vie, c'est de vivre au quotidien à ses côtés, de pouvoir être son assistante, sa traductrice, et donc de pouvoir vraiment unifier mon esprit au sien.
Et par cette unification, unifier mon esprit directement à toute la lignée de transmission du taoïsme, ce qui était une expérience juste rare et exceptionnelle. Et ce qui m'a le plus marqué, je pense, là-dedans, c'était à la fois cette unification totale, donc cette réception directe de l'enseignement dans un contexte quotidien, commun, on va dire, et humain, où on n'attend pas de ce que l'autre personne soit parfaite, on sait qu'elle est une personne aussi. Et on n'attend pas à ce que le monde soit parfait non plus. Oui, je comprends. Il y a toujours cette complémentarité et toujours les deux côtés. Complexité. Cette complexité. Mm. Oui. Il est toujours en vie, ton maître, Li Shefo? Enfin, en Oui, vie. il est Il est toujours toujours en vie, il est en vie. toujours au Temple des Cinq Immortels, il enseigne D'accord. encore. Oui, oui, il est toujours en route. Merci infiniment. Dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à Ah un oui, ami en perte de sens? pareil, là, je vais faire deux recommandations pour honorer ces deux lignées spirituelles qui pour moi ont été fondamentales et parce que c'est deux livres aussi qui sont vraiment remarquables, que moi j'ai adoré lire et donc je pense que beaucoup d'autres gens aimeront les lire. Le premier, c'est un livre qui a donc été écrit par Thich Nhat Hanh, par Thich Nhat Hanh, et qui s'appelle en français Sur les traces de Siddhartha. C'est l'histoire du Bouddha historique, donc le prince Gautama Siddhartha, qui est raconté sous forme de roman du point de vue d'un petit garçon qui est gardien de buffle et qui devient l'un de ses disciples. Et puis qui contient, en fait, c'est un livre fascinant parce que quand il a écrit, Thich Nhat Hanh a vraiment fait référence à tous les sutras, donc à tous les enseignements du bouddhisme et a inclus les sutras à l'intérieur du livre. Donc on a quelque chose qui est facile à lire, qui est un roman avec des personnages, mais à l'intérieur duquel tous les enseignements fondamentaux sont inclus avec énormément de profondeur. C'est un Ça, essai c'est... romancé, quoi. Ou c'est un Oui, roman. c'est un roman. Ouais, C'est ok, un roman. Avec quand même toutes les références bien pour sûr. pouvoir, si on veut plus tard étudier les sutras en fonction des enseignements. Et le deuxième livre, c'est un livre un peu similaire. En fait, j'adore ce type de livre. C'est aussi un roman historique, Mhm. qui est là un roman historique sur le taoïsme, qui a été écrit par un homme qui est chino-américain, qui s'appelle Deng Mingdao. Alors, ça s'appelle Deng Mingdao, Deng Mhm. Mingdao. Et le titre en français, c'est simplement Les Chroniques du Tao. Ok. Donc, c'est un énorme roman historique qui raconte l'histoire de son propre maître, qui était donc un jeune Chinois qui, enfant, dans les années 20, peut-être au début du siècle, est devenu le disciple du grand maître taoïste de Huashan. Huashan, c'est une des grandes montagnes du taoïsme. Mhm. Et donc, on suit en fait l'histoire de ce petit garçon qui devient un jeune homme en étudiant les enseignements taoïstes auprès de son maître, puis à travers tout le siècle de l'histoire de la Chine, donc à travers aussi tous les bouleversements historiques de la révolution communiste, du changement de régime, du démantèlement des religions et donc du taoïsme, jusqu'à de nos jours où il finit par émigrer aux États-Unis. Et c'est D'accord. pareil, c'est un livre que j'aime énormément parce que c'est vraiment l'histoire d'une personne, un être humain avec ses émotions, son parcours, ses qualités, ses défauts Mhm. et tout ce qu'il apprend en fait au contact des maîtres du taoïsme. Donc ça comprend aussi toute une description de l'enseignement taoïste qui est très riche. Et il est en français. Oui, les Ok, chroniques du Tao en français. parfait. Ça donnera envie à beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça me donne envie de les acheter tout de suite. Mais Oui, 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 si vous aimez les bons bouquins, c'est vraiment des bons livres. super. Et j'en ai vu passer un sur ta page Facebook. Je pensais que tu allais le citer. Mais c'est en anglais, The Arts Et of voilà, Taoism. déjà, c'est en anglais et c'est plus théorique. C'est plus Donc, si complexe. c'est la question, c'était vraiment pour une personne en perte de sens, je trouve que la Perdu. forme d'un roman où la personne peut vivre quelque chose qui correspond à une vie humaine avec des émotions, avec des difficultés Oui, ça permet de aussi mieux s'identifier. parfois, Oui. oui, je trouve que c'est une forme qui est très intéressante pour Ouais, parler des d'accord. enseignements. On est venu au bout de l'entretien. Merci infiniment, Loane, pour le temps que tu as consacré à l'entretien et pour toutes ces belles choses qui donnent envie
d'approfondir pas mal des notions que tu as partagées. Avec Surtout que, plaisir. Merci pour l'invitation et merci pour la patience parce que ça fait 1 an qu'on essaye de faire cette oui, ça petite fait un moment, mais entrevue. écoute, tout arrive à point, je pense. Donc, merci beaucoup infiniment à toi et merci aux auditeurs, auditrices qui ont écouté cet entretien et à bientôt. À Merci encore. bientôt. Prenez soin de vous. Merci.